Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2 Paris, c'est Cyberculture aujourd'hui avec moi-même William et on se retrouve tout de suite après le générique de l'émission aujourd'hui. Et bien sûr je vous rappelle que le samedi sur la radio ici et maintenant c'est, bon on parle informatique, hein, c'est un peu, on va dire qu'on est des geeks, hein, mais bon bref, on s'initie, on vous conseille avec la deuxième partie bien sûr de cet après-midi, on retrouvera Olivier avec l'Outline, mais on commence tout d'abord avec Cyberculture, à tout de suite. Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici maintenant, vous prenez peut-être l'émission en cours, c'est Cyberculture aujourd'hui avec moi-même William et on va commencer, moi j'ai fait une petite sélection revue de presse de la semaine, bien sûr, j'en ai sélectionné quelques-uns pertinents, bien sûr, parce qu'on aime parler dans cette radio, surtout dans mon émission, j'aime bien parler de piratage, de DDoS, d'attaque, aussi de droit sur nos droits, nos e-droits quelque part sur le web. Hein. J'ai même eu une certaine expérience avec mon smartphone cette semaine qui m'a un peu cassé les bonbons, on peut le dire, hein, au point de vue de le fait de prendre des photos, que mes informations devrait rester sur mon téléphone portable, mais j'ai rien demandé et j'ouvrirai bien sûr le débat tout à l'heure. Hein, vous pourrez réagir en direct, j'ouvrirai l'antenne et vous serez les bienvenus. Hein, je vous rappelle qu'on a un chat aussi qui est ouvert le samedi de 14h à 18h, chat.rim952.fr, chat.rim952.fr, accessible à partir aussi de notre site internet www.ici-et-maintenant.com. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de l'univers de notre radio et demander et
commander nos émissions en général. Donc revenons tout simplement à nos moutons. Donc dans la sélection, ce que je vous propose aujourd'hui, on va parler de piratage, de téléchargement illégal, la liste des sites, bien sûr, aux États-Unis, ils font une liste de sites. Attention, c'est pas beau, il faut pas aller sur ces sites. On parlera de bots. Aujourd'hui, le nombre du trafic web, combien de pourcentage représente nous en tant qu'individus à surfer et ces fameux bots, gentils bots ou méchants bots. On parlera, vous avez bien vu peut-être, si vous avez un serveur, ou vous avez eu peut-être quelques difficultés dans votre société cette semaine lorsque vous avez tenté de surfer, il y a eu une attaque d'IDOS, on en parle dans les différentes émissions, on en parle dans Cyberculture et aussi dans l'émission de LAN avec Olivier, il y a une grosse attaque de type NTP, on ira bien sûr dans ce détail, on parlera aussi de géolocalisation et le CNIL qui commence à étudier un projet de loi pour éviter tout dérapage de certains fournisseurs comme Google, vous l'avez vu la semaine dernière où Google a dû afficher son amende, une amende record entre guillemets de 150 000 euros, qui a été demandé par le CNIL, qui a été payé. On parle aussi de smartphones et de méthodes pour protéger de plus en plus de chacun de nous. On a un smartphone, de plus en plus, il faut quelque part essayer de pouvoir à distance désactiver son fameux smartphone. On parlera de nanotubes, Kaseco, de carbone pour augmenter et booster les performances des futurs processeurs et des processeurs présents. On parlera aussi de cette sonde lunaire chinoise, j'en parlais dans les autres émissions, qui rencontre certaines difficultés sur la Lune. Peut-être a-t-il rencontré un ovni, un extraterrestre, on en parlera. On parlera aussi de l'examen du code source de Windows. Oui, sur Linux, on a quand même accès au code source et on peut savoir ce qui se passe à l'intérieur de notre Linux, de notre PC. Mais Windows, on sait que c'est du propriétaire, c'est caché. On cachait certains codes sources qui pourraient être des portes dérobées, aussi appelées en anglais des backdoors. Et on finira par un truc en solide, on parlera d'imprimante. J'aime bien parler aussi d'imprimante. Parce que je vous propose, déjà je vous ai un petit peu mis l'eau à la bouche avec le plan d'aujourd'hui et je commencerai ma revue de presse et je vais faire une petite pause d'un instant, le temps de digérer, et je salue aussi les gens sur le chat qui sont fidèles, qui sont toujours là, Cyber, Capitaine Flamme, Karl Letka, la biche Patrice, Perceval, Mario Kouja, Veki, Majax, Nelfi, André, Osef et bien d'autres. Vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de règle, vous mettez le nom de l'utilisateur que vous voulez, si vous n'avez pas d'idée, le pseudo que vous avez toujours voulu avoir, et simplement entrer donc une seule adresse, chat.rim952.fr. Il est aussi accessible à partir de notre site internet. Vous pouvez accéder aussi avec vos tablettes, ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui le marché de la tablette un peu plus a dépassé largement le marché du PC portable, voire des PC de maison, le gros cube qu'on a à la maison. On se retrouve tout de suite après ça.
Vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2, c'est Cyberculture. On a écouté les Daft Punk, l'un de leurs albums qui était pas mal, un Veridis Co, que vous pouvez retrouver sur leur album. J'aime bien, elle est calme. Sur le chat, ça bouge, ça charrie. On parlait de LTP, donc il y en a qui peuvent pas comprendre. Et ça m'a fait penser qu'il y a une conférence informatique, donc une démo partie qui va se dérouler au mois de mai en France, à côté de Lyon, dans la ville de Toissy, ça s'appelle donc la VIP 2014, organisée par le groupe qui s'appelle Pop City. Il y a à peu près une centaine de personnes qui peuvent être là-bas. Vous ramenez votre bécane et simplement il y a des concours multimédia, des concours de graphisme, des concours de démo. Donc c'est un petit peu, expliquons en quelques lignes ce que représente la démo. C'est simplement un grand détournement du jeu vidéo pour faire un clip en temps réel à partir de la puissance de son ordinateur. Donc il y aura des Atari, à la base, des Amiga, et surtout, et en premier lieu, des PC tournant sous Windows, et des PC aussi qui peuvent tourner sous Linux. On peut avoir aussi à peu près dans tous ces sens. Je vous rappelle que nous avons aussi un chat pour en discuter sur chat.rim952.fr et il y a une grosse partie qui va se dérouler aussi en Allemagne et moi j'y serai. Il y a à peu près 1000 personnes, mais là il faut vraiment être habitué parce que ça va un petit peu tabasser. C'est un peu cyberpunk, à voir. Ça s'appelle The Revision. Il vous suffit de taper sur votre moteur de recherche préféré, Google, etc. Vous tapez cet élément et à partir de là vous aurez un peu plus d'infos dessus. Donc revenons un petit peu à nos moutons, à notre revue de presse et on va parler d'aujourd'hui de téléchargement illégal. Donc Oncle Sam vous donne la liste de ses ennemis dans sa lutte contre le piratage et la contrefaçon. Le gouvernement américain dresse sa liste des marchés notoires, donc des sites de liens comme BitTorrent, Cyberlocker, Forum, Warez, réseaux sociaux et autres y figurant. Donc l'United States Trade représentatif a publié une mise à jour de sa liste non exhaustive des marchés notoires dans le monde qui sont donc impliqués dans la violation des droits de propriété intellectuelle. Donc il peut s'agir de marchés physiques ou en ligne. Donc cette liste a été établie après les soumissions de différents groupes dont la MPAA et la RIA qui défendent les intérêts des industries américaines du cinéma et de la musique. Donc pour le représentant américain au commerce, cet exercice de mise à l'index est un moyen de pression diplomatique sur les partenaires commerciaux des États-Unis afin qu'ils agissent. Donc pour 2013, l'USRTR se félicite de quelques succès avec la fermeture de EasyHand.com qui était basé au Canada, tandis que Gugu.com en Chine a mis un terme à la partie de ses activités qui posaient problème. Donc un autre motif de cette situation pour l'USTR est que Baidu.com n'ait plus besoin d'être mis sur la liste après une présence pendant plusieurs années. Donc tout au contraire, The Pirate Bay fait preuve d'une exceptionnelle longévité dans la liste et demeure accusé de faciliter les téléchargements illégaux. Plus surprenant avec son navigateur anti-censure pour permettre aux internautes de passer outre le blocage de certains pays TPB et y pointer du doigt pour ne pas avoir suivi les meilleures pratiques en matière de sécurité informatique. Donc une autre surprise est la présence de Rapidchat alors que grâce à plusieurs mesures notamment prises après la fermeture donc de Mega Upload, le service de cloud avait quitté la liste à la faveur d'un litige avec un réalisateur de films tchèque. Donc Rapidchat a donc réintégré la liste noire aujourd'hui. Donc cette fameuse liste qui exhibe comprend une vingtaine de noms pour les marchés en ligne, pour les sites d'indexation comme BitTorrent. On retrouve par exemple ThePirateBay.se, Kickasstorrent.com et Extratorrent.cc, etc. Bon, il y a une certaine liste dessus. On voit de toute façon après c'est pour la lutte contre le piratage, il y a toujours une certaine résistance. On sait que quelque part, il y a quand même des droits d'auteur derrière. C'est un questionnement qu'on se pose, mais d'un autre côté, je relève toujours à ce niveau en se disant, mais quelque part, il lutte contre le piratage, mais il n'y aurait peut-être pas une solution un peu plus simple. Est-ce que vous êtes prêt quelque part, en faisant le calcul, on avait fait même le calcul avec Olivier, est-ce que vous êtes prêt quelque part à lâcher 10 € par mois supplémentaires dans votre abonnement pour payer votre passe-droit, entre guillemets, et on nous casse pas la binette pour simplement télécharger, c'est-à-dire
qu'on est dans un Internet dit neutre. Et on en parle avec la neutralité du net, la quadrature du net qui en parle aussi de cette fameuse neutralité, du fait que on peut faire quand même ce qu'on veut entre guillemets, on a notre responsabilité, il faut pas qu'on nous bloque. C'est-à-dire que c'est plus de l'internet, c'est plus un internet libre derrière ça. Donc là j'ouvre l'antenne, hein, vous pouvez appeler dès à présent si vous voulez déjà donner une première réponse. 08 92 23 95 20 ou 08 92 23 95 20 pour intervenir à l'antenne. Bien sûr, vous êtes les bienvenus à ce propos. Donc on se retrouve, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous êtes sur la radio ici maintenant, c'est Cyberculture. Là, je suis sur le chat, hein, je suis en train de regarder un petit peu la réaction par rapport à cet article de presse concernant les sites illégaux qui nous proposent simplement des liens de téléchargement sur les applications de type BitTorrent. Faudrait quelque part, c'est clair que quand on a, on va dire, la matière devant, je peux comprendre qu'on a voilà, on a cette possibilité de pouvoir télécharger les choses, mais d'un autre côté, il y a quand même un travail qui a été fait derrière. Donc l'idée de se dire, tiens, on met un forfait minimum, on sait que vraiment, si c'est bien géré, comme ça, ils gueulent pas, quoi, les différents organismes qui s'occupent de produire le côté artistique, vidéo. Bon, après, là, je vois sur le chat qu'ils disent, ouais, il y a une personne qui dit qu'il ne paiera pas un centime de plus, mais d'un autre côté, il faut bien que les artistes, les vrais artistes aussi, soient rémunérés dans son travail. C'est la grande question. Donc je lance le débat maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Soyez constructifs, bien sûr, n'hésitez pas, je télécharge, j'en ai rien à foutre de payer parce que ça c'est pas intéressant. Essayez d'être constructif et d'être logique dans ce que vous dites. 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Donc je vous rappelle que c'est la ligne est ouverte, 08 92 23 95 20, donc il y a une personne qui a essayé d'appeler, elle peut appeler. Donc la réaction sur le chat, je vais essayer de prendre des trucs un peu plus constructifs. Bon, effectivement, parfois, oui, on sait que dans tout ce qui va être musique ou film, il n'y aura pas forcément la qualité. On a bien vu certaines productions, malheureusement, qui ont été des catastrophes naturelles, hein, même des musiques qui sont pas forcément un bon... je dis pas des mauvaises musiques, hein, mais c'est pas forcément génial, c'est même un peu horrible. Et c'est sûr que, voilà, rémunérer les artistes, mais d'un autre côté, voilà, la grande question qui est derrière, si vous n'êtes pas prêt à payer, les bons artistes derrière, ils vont pas produire. 08 92 23 95 20.
La personne qui essaie d'appeler peut essayer d'appeler. Je crois qu'il y a eu un petit incident technique, mais là ça devrait fonctionner. Vous êtes sur la radio ici maintenant. On accueille Bachir qui voudrait débattre Oui. sur le premier sujet. Oui, t'es à l'antenne. Et baisse ton retour de ta radio, s'il te plaît. Ah, le retour, d'accord. Ah, parce que là, on va faire de l'écho-réverbération, on va faire des effets sonores. On va même pouvoir produire D'accord. notre musique Bon, ensemble, si tu veux. j'arrive. Oui, alors concernant justement le téléchargement illégal, bon, c'est vrai que bon, il y a l'histoire des droits d'auteur, c'est-à-dire pour ceux qui font un travail, effectivement, il y a le besoin qu'ils soient rémunérés, enfin une reconnaissance du travail qui a été fait pour celui qui va écouter avec plaisir de la musique. Il faut qu'il s'imprègne aussi que derrière tout ça, il y a des gens qui ont mis en place, enfin qui ont passé des heures. Après, c'est un peu un droit, une récompense pour les créateurs, quoi. Donc, à partir de là, c'est logique. Mais ce qui est déplaisant, c'est que toujours cette politique de toujours, en guise de droit d'auteur, de mettre une répression, de mettre en place un système de répressif, plutôt que de mettre un système justement comme le système par exemple de royalty, c'est-à-dire au fur et à mesure si par exemple une personne veut écouter, par exemple Internet peut être utilisé dans l'enceinte musicale comme un jukebox par exemple. Bon, j'ai envie d'écouter telle ou telle musique, bah, je vais l'écouter et puis cette musique a été entendue, tel auteur a été écouté, et ben il y a un royalty pour cet auteur-là qui sera rémunéré. Et plus il y a des gens qui écouteront cette musique-là parce qu'elle plaît, et ben il aura il aura une compensation par rapport à ça. Donc un système de royalty qui permettrait justement à la personne de récupérer Attends, son travail fourni. alors là, ce que tu réorganises plutôt l'état d'esprit de l'assassin. C'est-à-dire, en soi, il Oui. faut gérer les royalties d'une manière un peu plus différente. Oui, voilà, de plus axé sur comment je vais récompenser le travail fait, plutôt que d'axer sur une répression de ceux qui vont Mm. frauder, parce que sinon, bon, on Bah, s'en sort pas. alors aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, hein, pour revenir un petit peu dans le centre de la conversation On récompense personne. du téléchargement, on va dire le téléchargement ou plutôt la possession ou l'écoute légale. Il y a des sites hein, comme Deezer, etc. Bon, Oui, sans faire la pub, mais derrière, tu vas payer un abonnement par mois, un espèce de pseudo forfait qui va te permettre de créer ton jukebox. voilà. Mais non, mais ça existe déjà. C'est-à-dire que tu payes, je veux dire, je crois que tu payes 5 euros ou 10 euros par mois pour faire ta playlist. Sauf que derrière, la problématique, c'est que tu peux pas écouter tout et n'importe quoi parce que Deezer, ils n'ont pas forcément accès à tous les droits d'auteur. Et c'est ça qui est. C'est-à-dire que t'es bloqué. Là, tu peux pas. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que si ça se met, s'il y a des lois qui se mettent en place, euh, bah, prévoir justement, enfin, l'accessibilité, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas possible Mm, avant la mise en mm. place de cette loi, Mais faire en sorte que ça c'est intéressant, Bachir, le mot que tu as employé, le mot accessibilité, c'est-à-dire on pourrait même le oui, faire rebondir sur une espèce de neutralité, au sens du fait qu'on puisse
avoir la musique qu'on veut et Mhm. qu'on soit pas cadenassé. Je me rappelle Oui, voilà. de l'époque de, je crois que je vais faire rebondir les gens là-dessus parce que je pense que certains doivent s'en rappeler. C'était l'époque de, je crois que c'était Audio Galaxy, ça s'appelait comme ça. C'était un programme. C'était un programme qui s'installait sur ton PC et qui permettait de trouver n'importe quel type de musique. Tu sais, t'avais un espèce de moteur de recherche et ça te permettait de trouver des musiques, mais des trucs qui étaient Oui, introuvables. voilà. Et ce truc-là, Oui, voilà, c'était du piratage. Attention, c'était du piratage. ah, C'était pas beau. Mais derrière ça, euh, tu avais cette possibilité d'avoir énormément accès à une base de données énorme. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on te cadenasse, on te dit, bah non, tu accèdes à ma base de données et point. moi, je dis ça parce que là, ça va faire peut-être un an ou deux, où bah, j'ai arrêté d'acheter les CD parce que j'avais une quantité énorme, et de ne sais plus quoi en faire. Il y a un, après, que je n'utilise plus forcément, ou de temps en temps, enfin, il y a une saturation, et si je veux écouter un truc une fois tous les mois, être obligé d'acheter un CD entier qui va combler mon truc pour l'écouter peut-être deux ou trois fois ce CD, puis après le ranger, mettre dans les oubliettes. Et donc j'accumule c'est de la production de ce plastique. Ça, et il Ça, y a ouais, ça. aussi une économie écologique qui est derrière Non le mais fait après, de pouvoir après écouter ça tu peux acheter du son via comme sur Apple Store ou sur d'autres, sur Google Play, etc. Tu peux acheter de la musique, mais c'est de la musique numérique, c'est-à-dire que tu stockes plus ça chez toi. Alors que voilà, c'est à ton nom. tu Il y peux a- acheter de la musique numérique plutôt que Hum, voilà non, mais ça, le CD, non, mais l'empreinte matérielle. parce que le problème de pollution, soit c'est un fait, hein, je remets pas ça en cause, mais recentrons-nous sur le piratage. Est-ce que toi t'achètes de la musique? Oui, de toute façon, au niveau de, c'est-à-dire que je prends conscience de la personne. Enfin, le problème, c'est que la musique, ce sont les producteurs. L'auteur ne récupère très peu Ah, sur ce qui est acheté. ça va, t'achètes Donc, pas, dans le CD. hum, Mais sinon, non, sur ordinateur, j'achète pas t'achètes pas de, j'ai pas, parce que j'ai pas t'es pas fan, Internet. Enfin, je me suis pas t'es branché. t'es pas fan de Laurie, ça va? Comment? Laurie. Oui, Non, c'est qui? c'est une blague, c'est pas Ah, sport. d'accord. Je l'ai au dos, en dos, Laurie. D'accord. Dolory, d'accord. Ouais, La DeLorean. Non, ouais, voilà. Bon, blague à part, oui. Voilà, c'est une question après de beaucoup plus axé, si on parle des droits d'auteur, de beaucoup plus axé comment je vais faciliter la rémunération, l'enrichissement des droits d'auteur, puisqu'il s'intéresse à ces droits d'auteur, plutôt que de pomper, parce que quand on va pénaliser un pirateur, est-ce que l'argent est donné à l'auteur à qui cette musique a été piratée? La question, elle est là. Est-ce que le droit d'auteur récupère l'argent qui a été mandaté? Donc, il y a pas mal de choses, des questionnements à faire. Donc, c'est une politique justement pour voler l'argent des internautes, plutôt que d'aider les droits d'auteur, qu'un prétexte. Ah, non, mais dans le cadre de la mise en place d'un forfait, c'est ça que tu es en train de dire. Oui, voilà. Si le droit d'auteur, s'il n'y a pas de rémunération Hum. du préjudice des droits d'auteur, ça veut dire que c'est une arnaque, quoi. Parce que si le droit d'auteur ne récupère pas l'argent, voilà, ça sert à rien de faire une Non, loi non, pour en fait, protéger les droits d'auteur, puisque eux, ils ne sont pas indemnisés. l'idée, c'est par exemple l'assassin qui dit ah, c'est pas bien, qui demande plus de répression à Adopi. D'un autre côté, tu vois, si on, par exemple on retournait la crêpe en disant bon bah Adopi, ils vont arrêter de taper des coups de pression par courrier en disant vous avez téléchargé sur BitTorrent de la musique, l'album de tel truc. Si Adopi, bon, qui va se rapprocher à première revue du CSA, si le CSA avait l'idée de mettre ce fameux forfait, il récupérait énormément d'argent.
C'est-à-dire qu'il pourrait être satisfait et la Oui, perte, voilà, en entre plus, guillemets, voilà, c'est occasionnée, ça, c'est-à-dire un voilà. forfait, ce sera beaucoup plus rentable pour les organisateurs, déjà, sans qu'il y ait ce système de répression. Ce serait beaucoup plus pour les internautes, ce serait plus consentant d'avoir une petite partie qui, multipliée par des milliers d'internautes, bon, serait pas trop énorme de payer cette petite partie, mais qui profitait un maximum de musique sans trop se débourser, et puis sans trop envahir son studio de CD, et il n'y a plus de place pour dormir, quoi. Non mais là, on est plus dans l'art du numérique. Aujourd'hui, on stocke plus, hein, c'est le fait de stocker sur des serveurs extérieurs. On stocke sa Oui, musique, même parfois, même, tu vois, même ce truc-là, il y a le réchauffement climatique. les gens se rendent pas compte parce que à l'époque, quand on achetait des CD, ça nous coûtait allez, 15 euros, 20 euros, 30 euros en fonction de ce que tu achetais. Sauf que voilà, le truc était chez toi. Il était chez toi, tu avais l'accès Oui, à, voilà. Bah, perso- c'est-à-dire que il est chez moi, bien sûr, donc, mais il ne réchauffe pas la planète, il est bien au frais, et c'est surtout, puisque les serveurs numériques réchauffent la planète. et c'est surtout qu'aujourd'hui, les comptes, ils sont nominatifs. C'est-à-dire que tu peux pas, genre un jour tu dis, ah bah c'est là, tu sais, t'as envie de faire un cadeau à quelqu'un parce que tu l'as suffisamment écouté, on va dire, ou tu l'as écouté une Oui, fois, oui, t'as eu ta dose, et puis vous les revendre tu as envie de le revendre, tu peux pas. à une, enfin, comment ça, non, enfin, la partie, le CD matériel peut être revendu pendant un truc de grenier, un truc comme ça, quoi. Ah, c'est clair que ton compte Apple, tu vas pas le revendre dans une brocante, hein, ou Ouais, sur un ouais, site oui, oui, de non, je revente, hein. parlais du CD lui-même, Mm. enfin, ce qui se fait souvent dans les, bon, il y a une époque où quand on est passé du disque vinyle au CD, tous les gens revendaient leur CD, leur Leur vinyle. vinyle, hein. Mm. Sauf que le vinyle, bah, Maintenant, les gens il est de retour, hein. revendent leur CD parce qu'ils ont Mm. leur système numérique. Oui. Sauf que le vinyle, il est de retour, hein. Bah, Ouais. tant mieux, un peu, oui, Ouais. oui, oui. Bon, enfin bon, ça c'est une autre histoire. Voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire cesser ce système de répression, aider réellement et physiquement les auteurs, ce qui ont véritablement, bien sûr qu'il faut leur donner une récompense sur le travail fait, quoi. Ok, Bachir. Merci. Merci à toi, bonne fin d'après-midi, hein. Vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2, c'est Cyberculture. On était sur le débat du téléchargement, des sites BitTorrent et surtout, pourquoi pas faire un espèce de pseudo-forfait pour éviter de buter et de crever quelque part nos artistes, hein, des artistes qui le méritent. C'était la grande question. Là, on fait une petite pause musicale pour encore intervenir sur ce sujet-là. Après, je passerai à un autre sujet. On va parler d'attaque d'IDOS, hein, d'attaque de nos serveurs qui s'est passé il y a quelques jours d'ici. En Europe, hein. C'était une attaque qui a été comptabilisée à plus de 400 gigabits. On se retrouve tout de suite après ça.
Vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2 Paris, c'est Cyberculture aujourd'hui avec moi-même, William. Je vous rappelle que nous avons un chat, chat.rim952.fr, il n'y a pas de règle, vous mettez le nom de l'utilisateur que vous avez toujours voulu avoir, un pseudo, pourquoi pas, vous appelez Toto si vous voulez, sauf si quelqu'un a déjà pris ce pseudo sur le chat, on s'amuse à première vue, ça a l'air d'être convivial. On parle de quoi? On parle de la revue de presse et de la sélection, et je ne sais pas si vous avez vu cette semaine ce qui s'est passé sur le web. Peut-être votre connexion allait un peu beaucoup mal, tout simplement il y a eu une attaque assez importante, une attaque de type DDoS. Je vous rappelle, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, donc c'est la contraction anglaise qui veut dire Denied of Services, tout simplement. Par une attaque réseau, on va saturer un serveur ou sa connectique réseau, tout simplement ce principe-là, et qui va bloquer l'accès à des données, à vos emails par exemple, ou à un site internet. Donc c'est en début de semaine, l'une des plus grosses attaques DDoS à ce jour a frappé donc les serveurs en Europe. Donc Cloudflare évoque jusqu'à 400 gigabits dans cette attaque. Donc l'année dernière, donc une attaque par déni de services distribués avait visé Spamhaus. Donc c'était un Spamhaus qui est un service qui permet de filtrer en entrée les emails, les spams, etc. qui tournent autour. Il est alors question de la plus grosse attaque de type DDoS de l'histoire, qui était montée jusqu'à 300 gigabits de trafic de données, et ici de plus de 30 000 clients DNS uniques. C'est-à-dire c'est des IP, c'est simplement des IP, des adresses IP, des ordinateurs totalement différents. Donc l'idée, c'était bien sûr d'inonder les serveurs du projet à l'époque anti-spam. Donc lundi, c'est une attaque DDoS dont le pic de trafic avait atteint plus de 400 gigabits et qui a frappé les réseaux européens. Donc de quoi rayer de tablettes le précédent record, même si les conséquences étaient un peu plus minimes. Donc quelques ralentissements ont pu se faire sentir sur les différents services offerts sur Internet. Comme l'année dernière, c'est le service de diffusion de contenu et du fournisseur de sécurité Cloudflare qui a signalé l'attaque massive, mais n'a pas l'autorisation de divulguer les clients qui ont été pris pour cible. Outre l'Europe, des centres de données aux États-Unis ont aussi été touchés, mais avec un coût un peu moins important. Donc dans cette attaque, le peu de détails donnés on pourrait suspecter que Cloudflare de se faire un peu de pub. Pour le même jour, OVH a également signalé une attaque sur son réseau qui a dépassé 350 gigabits, et il n'est pas pas établi que les deux attaques soient liées. Arbor Network confirme de son côté une attaque qui a visé une cible en France et cumulant à peu près 325 gigabits. Donc pour le PDG de Cloudflare, qui s'est notamment adressé via un tweet au directeur général et fondateur d'OVH, qu'il y a quelqu'un en gros de nouveau canon derrière tout ça. Donc contrairement à l'attaque DDoS à l'encontre de Spamhaus qui avait tiré parti du protocole Domain Name Services, celle à plus de 400 gigabits s'est appuyée sur le protocole NTP, donc Network Time Protocol, donc qui est un protocole réseau utilisé pour synchroniser les horloges locaux des différents serveurs et ordinateurs. Donc le mois dernier, l'US-CERT et la CERT-FR avaient publié des alertes au sujet d'une attaque de type d'amplification NTP et qui pouvait exploiter des versions de vulnérabilité des processus NDPD. Donc un correctif existe bien sûr pour un DDoS via des serveurs NTP publics afin de submerger des systèmes avec du trafic UDP. Il avait notamment paralysé des serveurs de jeux de type League of Legends ou EA Game, etc., etc. Bon, c'est clair que quand on voit ça, c'est toujours assez hallucinant. Bon, effectivement, on va pas faire la pub de Cloudflare, sur leur chat, ils commencent à mettre ça en avant. On a ce genre d'attaque, ça peut arriver, on peut s'en protéger, mais là on a vu que c'était quand même une attaque. Pour l'instant, on ne peut pas suspecter d'où ça vient, et c'est pour ça qu'on va parler d'ici quelques instants du fameux trafic qu'on a sur Internet, et on va parler de le savez-vous quelque part, combien, à votre avis, le pourcentage du trafic web, le fait de surfer, quel est le pourcentage d'individus humains, donc nous en tant qu'individus humains, et le pourcentage d'individus dits bots, dits robots, des programmes veillants ou malveillants qui agissent sur le web. Petite respiration, on se retrouve tout de suite après ça.
Vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2, c'était Grave Rock, G Time avec le guitariste Lee Pfeiffer. Bon, ça c'est pas mal, hein, c'est un peu électro-bizarroïde de guitare, mais j'aime bien. Bon, on revient, c'est Cyberculture. Chose exceptionnelle, bon, bah, petite. J'ai pas compris ton prénom au début, hein. Yves, Yves. Yves, là tu me disais que tu avais une problématique avec ton. problématique de lenteur Ouais. et de saturation. Quand quand tu vas sur un site qui stream de la vidéo, on avait Ouais. pris l'exemple de BFM TV, mais on peut en prendre un autre, hein, bah, c'est Pour super prendre lent. ouais, Mm. n'importe quelle chaîne, après tout. Hein. Et c'est quoi comme type de portable? C'est un gros portable, c'est un Samsung. C'est un notepad, Ok. c'est un Bah, un mini ordi, quoi. ouais, il y a un Voilà, atome avec, dessus, hein. de quoi? C'est Ah, un c'est un atome. Atom, un Mm. Intel Atom Mm. CPU NK150. Ok. Ok. 1,66 GHz, 1,67 Et quand tu GHz. regardes dans les propriétés, là c'est un Windows 7, hein, tu m'as dit, quand Hmm. tu regardes dans le gestionnaire de tâches, combien de temps machine ça prend, le temps CPU, le temps processeur? Si tu vois ce Alors que je... attends, ça il faut que je le trouve déjà. Alors déjà, pour le trouver, c'est clic droit quand tu es sur la barre où il y a le menu démarrer. Tu sais, tu te mets dans la zone où t'as pas d'icône, tu fais clic droit et normalement tu vas voir démarrer le gestionnaire de tâches. Ok. Tu vois ou pas? Tac. Ouvrir, non c'est pas ça. Je suis dans le menu démarrer. C'est Ordinateur, pas, je... pas dans le menu démarrer, hein, Pas notre en fait, config, hein. pas dans le panneau de config. En fait, ce que tu fais, Ouais. où il y a le menu démarrer, mais tu cliques pas dessus, hein. Là, tu vas sur la barre de tâches, l'espèce de barre, tu vois, où il y a l'horloge. Tu vois, il y a l'horloge là. Ouais, ok, d'accord. Tu cliques droit sur l'horloge et là, tu vas avoir démarrer le gestionnaire de tâches. Ok, ça marche. Ok, t'es dessus. Ok. Donc là, Et donc ce là, que tu fais, tu classes par ordre croissant le processeur. processus, Voilà, ordre croissant. voilà, donc, et tu vas voir, normalement, bah, ça va se classer par ordre de plus fort. Alors Et, attends, et tu relances ta vidéo et j'en suis persuadé que tu auras un plugin flash, je sais pas quoi, qui va te prendre genre 50% ou 60% de processus, de processeur. oui, alors en fait, donc du coup, bon, j'ai pas, enfin j'en ai pas beaucoup de processus ouverts là. Je peux les voir, j'ai Firefox, donc 362 T'as ouvert le flash? gigaoctets. T'as ouvert, par exemple, ou une vidéo? J'ai pas ouvert de vidéo encore, hein, je suis pas en lecture là. Hein. Parce qu'à partir du moment où tu ouvres cette fameuse vidéo, ça rame. C'est ça que tu m'as dit, hein. Ouais, c'est qu'en fait, à un moment donné, il y a l'espèce Mm. de rond là où il cherche, hein. Mm. Et puis et puis ça reprend à un moment donné, genre 15 secondes, une minute plus tard, ou ça dépend quoi. Ah, c'est la vidéo en fait, C'est- l'idée que Ouais, c'est le streaming de BFM, le streaming de France 2, le streaming de TMC Découverte, enfin Ok. toutes les chaînes. Je suis pas à la télé en fait, je regarde la Non, mais télé j'ai sur compris, hein. ordinateur, non, J'ai compris, hein. T'es en filaire ou t'es en Wi-Fi? en Wi-Fi. Ok, faudra que tu fasses le test en branchant sur ta Freebox. Déjà, dans un premier temps, voir en filaire si c'est pas un problème de Wi-Fi. Parce que là, pour moi, c'est un problème de Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à avoir assez de débit. C'est sûr que c'est pas un problème de processeur, quoi, étant donné que c'est un notepad et que Je, c'est ne pas sais- bien enregistré. je sais que ça bouffe énormément de temps processeur, le flash, mais pour faire vraiment un test pour voir d'où vient le problème, il faudrait que tu branches maintenant, là, si tu peux, avec un Non, câble RJ, je crois que est-ce que j'ai les câbles? enfin un câble Il y a pas, RJ45. ouais, bah, RG45. Est-ce que Alors, tu es près ça de va ta prendre un free... peu Est-ce que tu es super... Ouais, je suis à côté, je suis à 2 mètres du Hmm. routeur. Ouais, t'es vraiment à côté, ouais. Ouais, Euh, et puis bon, d'après, hmm. je sais Mais pas. comme Moi, j'avais le- tendance à croire, à penser hmm. quand même mettre une option sur le fait que 1,67 GHz Hmm. de mon processeur Non mais Atom. je te dis un truc direct, hein, c'est que déjà un atome c'est petit processeur, faut pas lui demander trop. Le flash, surtout en streaming, ça te bouffe, mais laisse tomber quoi, c'est une pourriture ce truc, ça te bouffe genre 60% de ton temps machine. Ouais. Et ça Alors bouffe. justement, en fait, j'ai essayé ce que tu me dis, j'ai pas assez trop en temps réel. Mm. Je vais essayer avec le câble Ouais. RJ45. Hein. Ok, je vais faire le test. Et après faut regarder si t'as Pas pas. encore de conviction, mais bon, je le ferai. Après Donc, alors l'autre conseil c'est regarde si t'as pas Skype par exemple qui est installé, parce que Skype sur de l'atome, et je l'ai encore vu ce matin, ça te prend 20%, donc faut vraiment que tu regardes si t'as pas d'autres programmes qui foutent la merde aussi, hein. ouais, il a installé Skype, mais bon, Mm. il est pas en fonctionnement, si tu veux. Mm. J'ai installé Skype, mais Mm. il est pas en. Il est hors ligne. Hein. Parce que le problème de l'atome, c'est que tu peux pas trop lui en demander aussi, hein. C'est petit, hein. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles pour avoir un ordinateur, je dirais, accessible au niveau prix,
et puis qui me permettrait par exemple de regarder 2 vidéos, enfin deux streaming. Genre je mets France 2, Mm. je mets un YouTube sur une musique, toi, Mm. et puis à la rigueur un autre truc, allez, on va demander 3. Ah non, mais Après là, quoi, non, mais avec un atome, faut oublie. Là déjà, on lui envoie un flash, il meurt. Il faut aujourd'hui, la base c'est du Core 2 Duo, le truc de base. Après, il faut ok. passer au-dessus. Après, il faut passer sur du i3 ou du i5, hein. T'as une donnée au niveau processeur, t'as un chiffre à me donner pour 3 GHz, 2 Go, non, 2. Bah, tu prends la base. Je sais même pas si du i3 ça se construit encore en processeur Intel. Tu prends du i3 ou du i5, c'est très bien. Mais si toi tu as un portable, tu veux un portable. Ouais, bah ouais, parce que je Mm. trouve qu'en fait, la tablette, bon Mm. ben, le côté tactile, Mm. moi, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de smartphone, j'ai rien de tactile en gros, sauf que j'ai des touches classiques. Bah, ça dépend Donc ce que tu veux ça me faire. plaît bien. Si tu veux un truc petit qui prend pas beaucoup de place, je veux pas faire de pub d'un certain magasin, mais il faut que tu cherches un petit peu sur le net. Ils vendent des portables neufs, neutres, ça veut dire qu'ils n'ont pas de système d'exploitation. Donc derrière, après, tu te débrouilles comme tu veux. Si tu veux mettre un Linux, tu mets un Linux. Si tu veux mettre Ouais, ok, ouais. ta licence, tu mets ta licence. Et tu as Intéressant, ouais. et t'as des bonnes. T'as la base en fait de cartes vidéo, donc c'est des cartes graphiques base, mais ils sont quand même propres, avec un bon pros. Donc tu as je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que tu as du i5 avec 8 Go ou 6 Go de RAM. Donc tu mets 500 euros, c'est très bien. Après, ça Ah ben dépend de ton voilà, budget, ok. mais 500 Ouais, ouais, euros, non, c'est non, le mais budget c'est bon base, parce hein. que Et ça prend pas de moi, place. l'ordinateur que j'ai là, c'est un ordinateur que j'ai depuis 4 ans, Ouais. que j'ai acheté, c'est un Samsung, hein. Mm, Voilà, rue des mm, Chinois là-bas, mm. quand j'étais à À Paris, je Montgalais, me hein. souviens Mm, plus, rue Montgallet, voilà. mm, Donc ouais, j'avais acheté, c'était raisonnable le prix, puis bon, tu vois, 4 ans, 5 ans après, bon mm. ben voilà, Ah, j'ai réinstallé une seule fois parce qu'il y avait eu un problème de virus, donc du coup maintenant j'ai mis Avast et peut-être que ouais. ça aussi ça prend un peu. Bah, après, c'est une histoire de techno. Là, on en parle, hein, sur le chat. Voilà, aujourd'hui, tu as des atomes 1.6 qui sont en double cœur. Donc, tout ton truc, il a 5 ans. Il y a eu forcément une évolution sur les technos et sur le flux, etc., sur le flux HD. Et c'est clair qu'un ordinateur, un atome de 5 ans, tu vas tu essaies de te faire plaisir, ça fonctionnera pas. C'est pas fait pour. Il y a d'autres ordinateurs qui sont en atome aujourd'hui, qui sont améliorés, donc qui sont en double cœur. Donc, il y a deux cœurs dans le processeur. Et à mon avis, là, c'est pas un double cœur, c'est un simple cœur. Il y a ça qui joue. C'est-à-dire qu'il y a la Ok, technologie. Voilà. Mais ok, je te conseille vraiment, je te dis, de regarder. Il y a des PC portables, même sur Paris. Je sais pas, t'es dans quelle ville? là je suis au Mans, là c'est un peu, là ça sera Mm. par correspondance ou Mm. éventuellement, Mais ouais. il y a des ordinateurs neutres sans système d'exploitation qui te coûtent 500 euros à peu près, même un peu moins, qui te permettent. En fait, t'as pas un gros portable, t'auras juste la base comme tu connais aujourd'hui, Ouais. sauf que t'as la gouache. Ouais, parce que Mm. l'avantage du notebook, c'est que hop, tu le mets dans une petite mallette, Mm. dans une valise, soit c'est tout de suite, tu le sors, Mm. c'est pas lourd, c'est pas, bon, ben voilà, C'est pas ça, encombrant. c'est exactement ça. Et puis le tactile, si, il y a le côté, je sais pas ce que, le côté tactile des tablettes, hein. En fait, non, n'importe quoi. Le côté tablette, c'est qui fait les doubles, la surface, non, c'est pas celle-ci. Vous Bah, avez à la fois les touches. mais t'as d'autres. Alors, si tu veux avoir cette sensation il y a des portables aujourd'hui qui sont à des budgets, on va dire, abordables et qui te permettent de faire du tactile, si tu veux faire du tactile sur l'écran. Bon, après, c'est toi qui nettoie le truc, hein, bon. Et t'as des portables, je crois, il y a des Samsung ou des Asus qui te permettent de faire le détachement aussi. Ouais, d'accord, ok. Donc, tu peux même le faire avec un Linux. Alors, tu transformes ton Linux, tac, il se transforme en tablette et tu le remets, ça fait un PC. T'es pas obligé d'avoir forcément une tablette. Parce qu'une tablette, les gens se jettent dessus, mais c'est limité, hein. Hmm. Donc en fait, pour finir, donc du coup, faudrait que je prenne un double cœur ou un, je sais pas quoi, Bah, tu prends un i5 ou un un i7. i5 ou un i3. Tu prends un i3, et l'i3, je sais pas si ça se fait encore. Bah, tu prends un i5 ou un i7, c'est bon, c'est une unité de calcul, il y a 4 cœurs dessus, tu te fais plaisir. Et en plus, là, tu vois, j'ai une RAM de 2 Go, donc si tu me dis que l'autre, il y a 6 ou 8, bon, effectivement, là, j'aurais moins de soucis. Non, mais aujourd'hui, les portables, je te dis, c'est du 6 Go minimum. Ouais, d'accord, ça va. Ouais, ouais. Et c'est D'ailleurs, fait, c'est pas faux. et c'est fait pour de la virtualisation. C'est-à-dire que derrière, si tu as besoin d'installer un Windows dans un Windows, ou je sais pas, des fois, il y en a qui font des trucs assez spéciaux, hein. Tu peux virtualiser, c'est conçu pour faire du cloud. Voilà, bon, bref. C'est une Ouais, bonne ouais, techno. ouais. Voilà.
Ouais. Sinon, il y a une Sinon, bonne... par contre, si je peux laisser l'info à ceux que c'est à propos d'OpenOffice, Ouais. j'ai découvert ça et c'est vraiment bien, quoi. Bah, Du coup, pas besoin de ouais. passer par la licence et... Bah, c'est soit tu lâches 150 euros et voilà, ou sinon bah t'as OpenOffice qui est sympa et c'est exactement pareil sauf que c'est du libre. Ouais. Ouais, le mec, il m'a installé ça, l'informaticien, il m'a fait découvrir ça, donc OpenOffice, bonne source. C'est ça. Bon, bah écoute, merci. Merci à toi, ciao. Salut. Bah, j'ai fait un peu d'outline, il a pas de compte Olivier, mais c'est pas grave, il voulait pas attendre le gars. Alors c'est pas grave, on revient sur cyberculture. Ben, là on a parlé un petit peu conseil. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un numéro, un 08 92 23 95 20 pour me contacter dans cyberculture. Et bien sûr dans 30 minutes on retrouve Olivier avec la hotline pour vos problématiques dans le domaine de l'informatique. Clic clic. C'est vrai que là sur le chat on parle de Open Office. Après qu'est-ce qui est mieux vous préférez payer 150 euros avec une licence, une sous-licence et donc un logiciel propriétaire ou derrière participer à la fondation Mozilla Apache et avoir LibreOffice, Open Office qui vous permet de faire exactement la même chose, même si bon, c'est vrai que certains designs laissent à désirer, mais vous faites exactement la même chose et ça suffit amplement. Voilà. Vous êtes sur la radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. On revient sur la revue de presse et tout à l'heure, je parlais de trafic web. Aujourd'hui, il faut savoir que plus de 60% de notre trafic web n'est pas d'origine humaine. Ce sont donc les bots, j'en parlais, qui sont à l'œuvre par rapport à ça. Donc ça a été signalé par Mas Able, dont il est partenaire média de Statista, a créé donc une infographie qui reprend les résultats d'une étude d'évolution de décembre dernier. Donc ce qu'il faut bien comprendre d'après celle-ci, plus de 61% de l'ensemble du trafic web est généré par des bots et de fait non pas d'êtres humains derrière tout ça. Donc parmi ces bots, il y a les gentils, j'en parlais tout à l'heure, et les méchants qui se partagent à part égale le trafic. Donc le bon bot sont des agents logiciels légitimes comme les moteurs de recherche et les outils de performance web. Donc les méchants bots peuvent être des bots spam, des outils de hacking, donc permettant des injections de malware, du scanning, etc. Des scrappers ou des gratteurs de contenu, donc copient le contenu d'autres sites internet et des imitateurs qui sont les plus nombreux dans ce genre de cas de trafic. Bon, pour ces dernières catégories, donc il s'agit de prendre l'identité de quelque chose d'autre, donc le user agent d'un navigateur. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'un user agent, c'est simple, ça porte son terme en anglais. Lorsque vous utilisez par exemple votre navigateur Chrome, votre navigateur Firefox ou le navigateur de votre système d'exploitation préféré, il y a une signature qui est enregistrée dans l'historique du serveur sur lequel vous vous connectez. Et derrière, le user agent, ça va être égal. Par exemple, si vous avez Chrome, ça va être marqué le nom Chrome, etc., etc. Si vous utilisez Firefox, ce sera marqué Firefox avec la version. Ça fournira aussi des informations. Est-ce que c'est un navigateur en français, etc., etc. Donc revenons donc sur ce fameux graphique qui est disponible sur le site Génération Enter. Donc aujourd'hui, 38,5% de notre trafic web est un trafic de type humain. 31% sont représentés donc par les moteurs de recherche et les bons bots. 5% sur tout ce qui est récupération de contenu de type illégal. 4,5% sur tout ce qui va concerner les logiciels de type de hacking, c'est-à-dire que les mecs qui vont
sniffer, faire des injections, etc. Les spam bots, et bizarrement, qui prend 0,5%, et les autres mauvais robots non humains qui prennent 20,5% de ce fameux trafic. C'est assez hallucinant. Et en faisant un rebond sur ce fameux trafic, ce genre de choses, forcément, ça me fait réfléchir à l'IPv4. Je vous rappelle ce que c'est. C'est simplement le fait d'avoir des adresses IP de type X, 4x X. Donc, on va prendre une adresse au hasard, genre une IP de type 213.186.49.x, quelque chose. Derrière ça, ces adresses IP, au bout d'un certain temps, on a une limitation. Donc, on ne pouvait plus mettre en place de nouveaux serveurs, sachant que derrière il y a une étude qui a été faite et il a été découvert que la moitié et plus de la moitié étaient des machines infestées qu'on n'avait pas forcément, on va dire, l'utilité d'utiliser ces fameuses adresses dites publiques. On est passé dans une autre norme qui s'appelle l'IPv6 et qui permet aujourd'hui d'avoir des combinaisons quasiment infinies pour obtenir une adresse de connexion pour son serveur. Vous êtes sur la radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Je vous rappelle que nous avons un chat.rim952.fr, chat.rim952.fr. Vous êtes les bienvenus. Là, il va vous demander un nom d'utilisateur. Vous mettez le pseudo que vous avez toujours voulu avoir à ce propos. Et là, on va passer dans l'autre partie sur l'examen du code source. Le code source de quoi? Le code source tout simplement de Microsoft, pour être un peu plus transparent et pour voir si derrière on nous a pas mis quelque part caché des cachettes, des petites backdoors, des portes dérobées pour surveiller tout simplement ce que nous faisons. Mais avant, une petite dédicace pour qui de doigt, pour Sensor, et c'est parti. From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy. They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits, the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, floor on the floor. Push-button windows, push-button doors. Double-barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can, saves all his money, works overtime, pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can't take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Now is the time to journey home, to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well,
there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably, highly illogical. Vous êtes sur la radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. On est sur la revue de presse. Je vous rappelle, d'ici un quart d'heure, préparez vos questions. Si vous avez des problématiques avec votre computer, votre ordinateur, il sera là, il est chaud, Olivier, pour répondre à vos questions dans l'émission La Hotline. Si vous voulez sortir vos vieux Atari, vos vieux Amstrad 6128 464 et même, pourquoi pas, vos Commodore, votre ZX 80, il en répondra. Bon, peut-être qu'il va pas réussir à répondre, mais je fais son petit coup de fin d'après-midi pour dire « Oh non, mais je comprends pas le ZX 80 ». Bon, petite dédicace à ceux qui en ont eu un. Donc revenons à notre revue de presse et on va parler de l'examen du code source Microsoft, donc, qui annonce un centre de transparence. Mais pourquoi donc des backdoors dans le code logiciel de Microsoft ? Pour ses clients gouvernementaux, la firme de Redmond va ouvrir un centre de transparence international à Bruxelles. Bon, je vous rappelle, voilà, je pense que dans l'article que je vais lire, on en reparlera, depuis les affaires d'espionnage de la NSA, déjà on n'avait pas confiance. Et derrière ça, voilà, on leur dit, on ouvre, on décortique, et on montre, on fait une espèce d'analyse en disant, ouais, mais non, on n'a pas de malware chez nous. Donc d'ici la fin de cette année, donc Microsoft va ouvrir son fameux centre de transparence international dans la ville de Bruxelles, en Belgique. Donc le centre va permettre d'accueillir des clients gouvernementaux de la firme de Redmond, qui pourront examiner le code source des produits logiciels afin d'assurer qu'ils ne contiennent pas des backdoors. Donc Microsoft va ainsi formaliser un de ses engagements pris avec le choc des révélations de Snowden de la vaste surveillance opérée par le service de renseignement américain. Donc l'amélioration de la transparence de son code logiciel est une mesure parmi d'autres, dont un renforcement du chiffrement, donc l'hébergement de données sur des serveurs situés hors des États-Unis. Donc la révélation d'Edward Snowden ont ébranlé la confiance accordée à des acteurs américains de la high-tech comme Microsoft, qui doivent désormais œuvrer pour le restaurer après avoir affirmé qu'ils ne partiraient pas à l'espionnage de la NSA. Donc du moins, ils se présentent ainsi comme des victimes en disant d'ici la fin de l'année, le géant du logiciel n'évoque toutefois qu'un avenir lointain pour son centre de transparence et aurait été sans doute mieux inspiré d'être plus rapide et précis. Pour le moment, il est question d'offrir aux clients gouvernementaux une capacité accrue pour examiner leur code source. Donc la grande question, ok, effectivement, on peut dire, venez dans mon centre venez dans mon centre à Bruxelles de transparence de mon code source. Je veux bien qu'on ouvre le code source, mais si effectivement ils ouvrent le code source et ils ne mettent pas ce qu'ils ont mis réellement, je vais pas recompiler entre guillemets mon Windows chez eux en disant je suis sûr et certain que ce truc-là il est bien protégé et je suis sûr que cette version de Windows là que je vais récupérer, non mais il y a un truc qui va pas. C'est comme montrer, on va dire, on montre pas tout, on va montrer un code source, mais c'est possible qu'il y ait la version qui a été installée dans notre société, c'est pas la même version, ou peut-être une mise à jour plus tard va faire que, à un moment donné, c'est bon, c'est trop énorme. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qu'est-ce que vous en pensez sur le chat, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
Vous êtes sur la radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Sur le chat, on parle de FatLab. D'après mes souvenirs, Olivier avait fait une émission dessus. On a même interviewé un FatLab de Paris. Peut-être qu'il en reparlera tout à l'heure pour remettre référent. Donc c'est Yogi Beer qui parle des FatLab. Donc lui, selon sa fameuse définition, on va revenir à nos moutons. Donc c'est des réunions souvent le soir où tout le monde apporte son laptop et apprend... après, ça apprend sur des logiciels, il y a des échanges, tout simplement. Olivier, on en reparlera tout à l'heure, ça nous rappellera ces fameuses émissions qu'il a réalisées là-dessus. Donc on le retrouve bien sûr d'ici 15 minutes avec la hotline. Donc là, on parlait de backdoor. Il n'y a pas eu forcément de grosses réactions parce qu'on sait très bien que de toute façon, tout ce qui est propriétaire est caché. On ne sait pas ce que vraiment on peut nous mettre dans ces fameux codes sources, tout simplement. Donc là, on va revenir sur un article. On va parler de smartphone parce qu'aujourd'hui on a tous un smartphone et il y a un truc qui m'a vraiment pris la tête quelques jours d'ici avec mon propre téléphone et on en parle d'ici quelques instants. On revient. Vous êtes sur la radio ici maintenant 95.2, on accueille Mohamed et je pense que tu veux parler de Microsoft et de ces codes sources dérobés. Comment tu savais que j'allais troller Microsoft? De toute façon on est bien obligé, c'est qu'à un moment donné c'est trop énorme. Ils font un centre derrière pour nous montrer les codes, il faut pas être con. Exactement, mais t'as tout dit, ils vont sortir une vieille mise à jour KB à la con qui va modifier le code source qu'ils vont présenter et t'as tous les petits pseudo-informaticiens qu'on voit dans les médias et qui vont arriver, qui vont dire c'est fabuleux, Microsoft nous ouvre les portes de son code source. Génial. Non mais il n'y a que les naïfs pour y croire, t'as absolument raison, c'est la plus grosse biture de l'année. Parce que Snowden, ce qu'a dit Snowden, c'était su depuis plein de gens, depuis longtemps je veux dire, mais bon, seulement les spécialistes le savaient. Après, je voulais juste rebondir là-dessus pour dire, c'est aussi à nous, les admins en entreprise ou qui sont dans les professionnels de l'informatique, de dégager Microsoft au maximum, quoi, de le laisser vraiment à la petite secrétaire, un petit accès en TSE à un serveur, voilà quoi. Mais il faut absolument déployer du Debian. Pourquoi la secrétaire, elle peut être sur Debian avec du LibreOffice, hein. Oui, on peut la mettre sur Ubuntu, effectivement, mais bon, tu sais... non, je préfère Debian. Oui, mais c'est bon, on la mettra sur Ubuntu, c'est bon. Ouais, mais après, tu sais, il y a le problème de SU, les SU dollars, machin, c'est assez compliqué. Ils vont avoir une mise à jour, ils vont appuyer dessus, j'ai pas les droits, nanana, ça va être chiant, alors que tu les laisses sur un petit Microsoft, un petit Windows 7, mais bon, il faut le limiter au maximum. Il faut que nous, on se mette à passer sur des serveurs Linux, tout simplement. Ça demande certaines compétences, c'est vrai, c'est pas suivant, ok, êtes-vous sûr. Mais il faut... Voilà, quoi, c'est aussi à cause de nous que Microsoft a autant de pouvoir. Oui, en fait, je pense que la partie serveur dans les entreprises, ils ont très bien compris, même nous on a très bien compris, plutôt les dirigeants et même les DSI, ils ont compris que ne pas utiliser Linux, c'est se tirer 10 balles dans le pied. Derrière, après c'est au point de vue desktop, donc au point de vue bureau, au point de vue application bureau, le Linux a encore du mal à rentrer déjà dans les entreprises. Ça arrive, hein. Moi perso, quand je bosse, quand je bossais, j'ai mon Linux, j'ai mes outils de secrétariat, genre Word, pas Word, mais OpenOffice, etc. Et derrière, c'est à la maison. Et ça traîne d'arriver parce qu'il y a Steam, donc la société Valve qui a dit ok c'est bon, à Windows 8 allez vous faire foutre. Ils ont sorti leur propre système d'exploitation avec une base Debian derrière, donc qu'est-ce que ça a fait, ça attire Intel, ça attire Nvidia, ça attire ATI qui va mettre plus en avant les drivers de pilotes pour les cartes graphiques, etc. Donc là le pas il est en train d'être franchi, hein. Mais c'est pas encore ça, hein. Ouais, voilà, il faut que nous on appuie dessus. Moi j'ai migré pas mal de serveurs, tout ce qu'on avait en
serveurs de partage maintenant, c'est sur des Debian en NFS. Ouais. On a quoi d'autre? Toutes les comptas, enfin les applis comptas, c'est des applis métiers internes. Mais maintenant, elles tournent sur des Debian. Parce que là, tu parles plus serveur, donc application serveur, traitement de données. Moi, je te parle plus côté bureau. Ouais, tu parles de bureau, mais ça va venir en fait. Parce que tu commences par là, tu commences par leur dire, vous savez que vous avez pratiquement plus de serveurs Windows, donc pourquoi vous gardez... ça fait une porte d'entrée, tu sais. Tu peux leur dire, pourquoi vous gardez un bureau de la bureautique sous forme... Mais là, tu parles, Windows, tu parles dans une entreprise. Là, tu parles dans une entreprise. Ouais. Parce que c'est peut-être lourd aussi à migrer, c'est pas forcément évident. Bah, en fait, généralement, tu sais, après, la plupart des utilisateurs, ce qu'ils ont au bureau, ils l'installent chez eux. Donc si on arrive à leur mettre on arrive à leur glisser un petit Ubuntu, Ubuntu c'est le plus connu, mais bon, il y en a d'autres. Je pense pas qu'ils sont prêts à aller sur Fedora ou sur autre chose, mais bon, Ubuntu c'est le plus Windowsien. Et ouais, c'est ça je disais aussi pour les gars du chat, les gens qui nous écoutent, qui bossent dans les services informatiques de boîte, que eux aussi il fallait qu'ils appuient un petit peu sur leur DSI pour leur dire voilà, ça coûte beaucoup moins cher Ubuntu, ça coûte pas cher. Mais ça ils l'ont compris de plus en plus. C'est comme le coup là de l'open bar de Microsoft qui avait proposé au gouvernement. Je crois que c'est la gendarmerie leur a ri en nez en disant nous on va faire utiliser du livre quoi. C'est normal. On va pas mettre notre budget alors que de l'autre côté il y a les trucs free. Exactement. C'est free, c'est secure. Attention, après c'est secure parce qu'on a accès au code source. Si tu configures comme un pied ton serveur Linux, c'est la fête du slip. C'est un serveur Apache, ça l'Apache, PHP, CJ, Perl, tu fais pas tes règles de sécurité et d'injection, tu rentres dedans facilement. Exactement, ouais. Il y a plein, mais après ce qui est bien, c'est qu'il y a une communauté derrière qui soutient. Tu peux poser une question. Moi, je suis sur le forum Debian. Tu peux être dessus. Tu poses une question. Voilà, les mecs qui te répondent. C'est une autre mentalité. Enfin, c'est pas ça que je dis ça. C'est une mentalité c'est une communauté de geeks qui ont des compétences de A à Z, qui n'ont pas la grosse tête, ou parfois ils sont un peu chiants, mais c'est comme ça, c'est un individu. Mais voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a comme une communauté. Tu as aussi une communauté Windows, entre guillemets, utilisateur, mais on parle d'utilisateurs, alors que la communauté Debian, ça va être une communauté de développeurs et d'utilisateurs. Donc tu as été vraiment en contact avec tout le monde. Et tu peux participer au projet. Et ça, c'est important, c'est que tu peux être acteur. Tu peux être acteur et être utilisateur. Tu as un projet, je sais pas, un truc à la con, que tu vas intégrer dans le package Debian, tu vas pouvoir contacter un gars de Debian, tu vas dire j'ai tel projet, je l'ai commencé, tu vas demander à d'autres personnes pour t'aider parce que tu n'es peut-être pas forcément bon en structure de base de données, mais tu es bon en langage objet, ça peut être plein de trucs. Ouais, et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Surtout, ce qu'il faut vraiment appuyer, enfin, moi, c'est ce que j'ai dit à mon DSI, je lui ai dit, écoute, la gestion des mises à jour, ça casse les couilles, des fois, ça met... Par exemple, Office, il y en a eu des problèmes, un problème concret. Le SP1, il me semble, de Office 2010, quand tu le prends de Windows Update, ça peut foutre en l'air certaines macros que les comptables faisaient, tu sais. Et ça nous a cassé les couilles. On a été obligé de modifier tous les... Bon, c'est les WSUS, je sais pas si ça te parle. En gros, c'est comme les APT, les serveurs de repository Linux, sauf que c'est pour Windows. C'est casse-couille à configurer parce que y a plein de trucs à faire, alors que sur Linux, ça va beaucoup plus vite. Tu modifies ta conf APT et voilà, c'est fait. Un exemple concret, on fait une fois et ça se réplique partout. Alors que sur Windows c'est beaucoup plus chiant, t'es pas sûr que ça marche, ça peut foutre en l'air tes petits logiciels que t'as, enfin tes petites macros, tes petits programmes que tu avais fait. Sur Linux non, c'est beaucoup mieux fait la gestion des mises à jour. Voilà, et il y a ça plus ça, mais je pense qu'on a une responsabilité nous aussi pour développer ça. Déjà du côté serveur, c'est déjà une bonne partie, je le sais. 80% je crois des serveurs web sont sur des Linux. Même s'il y a du Red Hat derrière, bon, ça reste quand même du Linux. Et maintenant, il faut s'attaquer au côté bureautique. Voilà.
L'attaque de la bureautique. Ouais, bah c'est ce qui fait. Voilà. Mais c'est toujours un état d'esprit. C'est l'état d'esprit, c'est ce que on utilise. Après, faire passer quelqu'un d'un Windows vers un Linux avec LibreOffice, c'est pas évident aussi. Moi, je sais qu'il y a des trucs qui m'embêtent dans LibreOffice parce que il y a des trucs qui sont pas pareils. Il y a la gestion des. Tu parlais des trucs à la con, les macros, les traitements de données pour faire des tableaux croisés dynamiques. C'est pas la même chose que sur la version d'Excel contre calcul d'OpenOffice. Je crois qu'il y a certains trucs qui sont pas pareils sur le cadrage, tout ce qui est cadrage des cellules, c'est pas pareil. Bon, après, à la rigueur, si à la fin il y a que le résultat qui compte. Si à la thèse, il y a que le résultat qui compte, c'est si effectivement, il y a quand même un certain passage, il y a des logiciels de conversion, mais il faut quand même les mettre en avant, il faut faciliter les choses. Bah, nous, on a trouvé une solution pour ça. On avait nous, on gère des magasins, donc on avait un magasin la plupart des utilisateurs gueulaient, ouais, c'est chiant, Ubuntu, machin, c'est pas pareil, nanana. On a dit d'accord. On leur a mis une VM, on a mis un TSE dessus, c'est un bureau à distance, et ils se connectent dessus. Mais leurs clients, ça reste du Linux. Voilà, donc pour ce qui fait chier d'Excel ou de PowerPoint ou OneNote ou le pack Office, là, on leur a mis sur une petite VM Windows. Mais tout le reste, Internet, machin, bidule, je sais pas, messagerie, Thunderbird, tout ça, ça reste du Linux. Sachant que Thunderbird, il peut tourner sur Windows, mais bon, c'est bien de l'avoir à la base. À la base, je crois que c'est la fondation Mozilla qui fait ça. Ouais, c'est Mozilla. Ouais. Il tourne sur le Windows. Je l'ai sur mon PC. Ouais, il tourne sur Windows, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des solutions pour dégager Microsoft au maximum. Mais je crache pas dessus parce que c'est toujours, on peut pas passer sur Linux. Il faut vraiment trouver la distrib qui peut-être tu dis bon Ubuntu etc. pour quand tu t'y connais pas trop. C'est clair que c'est bon, ça glisse tout seul, tu sais le faire. C'est largement faisable, mais attention, faut pas faire passer tout et n'importe qui sur Linux. Les gens ils sont perdus. Il y a des trucs qui sont moins compliqués qu'avant. Aujourd'hui, quand tu installes sur une Ubuntu, la plupart du temps, il va bien reconnaître la carte graphique, tout va fonctionner. Le son va fonctionner, la webcam va fonctionner, tout va fonctionner. Et ce sera bien. Ah, c'était la fin. Bon, c'est pas grave. Bon, Mohamed, à plus tard. Je vous rappelle que là, c'est la conversation du débat sur surtout le code de Windows, donc un centre qui va être ouvert à Bruxelles pour simplement regarder les extraits des codes sources faisant foi, entre guillemets, de l'application de Microsoft de Windows 7, Windows 8, pourquoi pas. Là, il nous reste encore quelques instants et on va retrouver Olivier avec la hotline. Je vous rappelle que nous avons notre chat qui est ouvert, chat.rim952.fr, chat.rim952.fr, accessible aussi à partir de notre site internet www.ici-et-maintenant.com. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver sur ce site internet l'ensemble de l'univers de la radio et bien sûr commander nos différentes émissions. Donc on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, peut-être aussi ce soir. Là je suis en train de réfléchir sur le sujet de ce soir sur notre libre antenne dès 23 heures. Et bien sûr, réfléchissez dès maintenant. Est-ce que vous avez déjà noté vos questions pour Olivier, vos questions sur vos Commodore 64? Est-ce que vous avez un problème technique sur votre PC? Est-ce que votre souris fait des claquettes? Si d'ici quelques instants, la hotline avec Olivier. Et merci d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Cyberculture présentée par William. Et on se retrouve pour cette émission dès la semaine prochaine. À très bientôt. Et merci à vous les chatteurs d'être fidèles tous les samedis dès 14h sur la radio. Oui, je vais penser, merci Matou, je vais penser à remonter le siège. Je vais bien le caler histoire qu'il puisse poser ses doigts de pied. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de mon histoire de
pour conclure, hein, je vais pas parler de mon histoire de mon smartphone. J'ai cette personne qui a planté. J'ai eu une micro mise à jour de mon smartphone et ça m'a installé un drive, donc le cloud de chez Google. Ça m'a reparamétré mon téléphone et ça m'a envoyé toutes mes photos. Alors j'ai rien demandé, hein, ça m'a envoyé toutes mes photos sur le web en mode privé, heureusement, mais j'avais rien demandé. J'avais rien demandé. Je voulais pas que simplement envoyer mes photos sur internet, sur un cloud, sans ma permission. Donc j'étais obligé d'aller dans les paramètres de mon smartphone pour empêcher ce genre de conneries. Donc faites attention quand vous faites des mises à jour de votre téléphone portable. À bientôt.